L'Arctique fait face à une menace inédite, une possible activité volcanique sous-marine et des séismes dans la mer de Sibérie orientale. Une éruption ou un fort séisme durant une période sans glace pourrait déclencher un tsunami et l'Arctique n'est pas prêt pour cela. Apparemment, des volcans sous-marins se formeraient près de l'île Bennett et leur activité pourrait créer des vagues géantes. Un événement similaire s'est déjà produit le 30 juillet 2025 près des îles Kuriles. À l'époque, un séisme de magnitude 8,8 a causé un tsunami qui a inondé une partie de l'île de Paramushir. Les vagues du tsunami ont aussi traversé le Pacifique vers le Japon, Hawaï et la côte ouest des États-Unis. Plus de 2 millions de personnes à travers le Pacifique ont reçu l'ordre d'évacuer. L'alerte s'est étendue sur une zone immense, jusqu'en Chine, aux Philippines, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande et même au Pérou, au Chili et au Mexique. Et ces jours-ci, l'île Bennett maintient tout le monde en alerte à cause de signes d'activité volcanique possibles tout autour. Des images satellites captent des panaches de fumée s'élevant au-dessus de l'océan. Ils agissent comme des émissions volcaniques et s'étendent sur des centaines de kilomètres, atteignant parfois l'Alaska et le Canada. Les scientifiques pensent que cela signifie que des volcans sous-marins rejettent activement de la chaleur et des matériaux. Il y a aussi des changements sur le fond marin dans une baie près de l'île. Par endroits, le fond marin s'est élevé ou affaissé d'environ 1 à 12 mètres en seulement 9 ans. Cela signifie que quelque chose bouge encore en profondeur. De plus, une montagne située au sud-est ressemble étrangement à un ancien volcan éteint. Et les impressionnantes colonnes de basalte sur la péninsule de Tchernychev se sont formées il y a fort longtemps. Lors d'une expédition, les scientifiques ont aussi remarqué des conditions inhabituelles autour de l'île. La mer semblait anormalement agitée, ce qui pourrait être le signe de quelque chose se passant sous la surface. L'équipe a aussi senti l'air se réchauffer et a même dû ouvrir ses vestes. La raison pourrait être la chaleur émanant de certaines sources sous-marines. Les experts affirment que l'Arctique change extrêmement rapidement à cause du réchauffement climatique. Mais on constate un manque d'expéditions régulières sur place. Les scientifiques n'y vont que très occasionnellement et s'appuient sur des données obsolètes qui ne correspondent plus du tout à la réalité actuelle. C'est pourquoi les connaissances scientifiques sont en retard sur les changements réels en Arctique. Il est impératif d'organiser plus d'expéditions régulières afin de surveiller cette vaste région et suivre ce qui s'y passe en temps réel, ce qui est loin d'être facile au quotidien. En 2022, une équipe a rejoint l'île Bennett en canot pneumatique, ce qui démontre la grande difficulté d'accès, mais souligne aussi l'importance de ces missions. Il semble que l'Arctique soit littéralement en train d'exploser. Avec le temps, d'immenses cratères ont commencé à se former, transformant un paysage jadis presque intact en une étendue de gouffres sombres recouverts de glace. On pourrait croire que les chercheurs y verraient une aubaine, mais la réalité s'avère peut-être plus inquiétante qu'on ne le pense. Le problème, c'est que ce phénomène s'est mué en véritable énigme, même pour eux, et qu'aucune explication n'a émergé pendant longtemps. Le premier cratère, profond d'environ 50 mètres, fut découvert en 2014 par un pilote d'hélicoptère survolant le permafrost arctique. Et voici le plus stupéfiant. Alors que les spécialistes débattaient encore de son origine, d'autres cratères surgirent dans la même région. Et le processus ne s'est pas arrêté. Durant la décennie suivante, ces étranges cavités n'ont cessé d'apparaître dans le sol. Les chercheurs ont alors avancé plusieurs hypothèses. L'impact de météorites, voire une activité extraterrestre, pour tenter d'expliquer cette apparition soudaine. Cependant, en approfondissant leurs recherches, ils ont détecté des concentrations anormalement élevées de méthane dans l'air environnant les cratères. Voici le mécanisme. Le sous-sol arctique contient d'importantes réserves de ce gaz, qui s'accumulent lentement, comprimées par la glace, formant peu à peu de petites buttes à la surface. Lorsque la pression devient insoutenable, la couche supérieure finit par céder, provoquant une violente explosion. La butte éclate, un vaste trou s'ouvre, et tout le gaz prisonnier s'échappe d'un seul coup. Mystère élucidé. Pas tout à fait. Car de nombreuses zones d'ombre persistent. Les chercheurs pensèrent d'abord à une réaction chimique, hypothèse plausible. Mais aucun témoin n'a jamais observé de lumière ni décelé la moindre trace de combustion dans ces cratères. S'il n'y avait pas de feu, c'est donc qu'une autre force devait intervenir. Une puissance physique capable de perforer la croûte terrestre avec une intensité spectaculaire. Mais laquelle ?
Tout repose sur la géologie singulière de l'Arctique. Imaginez les couches internes de la Terre. Noyau, manteau et croûte. Le sol arctique présente une structure analogue. Une couche de terre meuble en surface, une épaisse strate de pergélisol en dessous, puis une couche solide de méthane enfouie plus profondément. Et entre ces deux niveaux, c'est là que se joue le phénomène. On y trouve de minuscules poches d'eau très salées et non gelées, appelées cryopègues. À mesure que la glace fond, l'eau s'infiltre dans ces poches, les surcharge et les dilate. Incapables de contenir l'excès, elles exercent une pression croissante sur les couches supérieures, provoquant la formation de fissures qui se propagent jusqu'à la surface. Peu à peu, cette contrainte devient telle qu'elle finit par fracturer la couche de méthane, déclenchant une explosion brutale de gaz, libérant toute l'énergie accumulée au fil du temps. Et on peut tous se reconnaître là-dedans. C'est un savant mélange de chimie et de physique propre à cette région. Et bien que le processus puisse prendre des décennies à se déclencher, une fois amorcé, rien ne peut l'arrêter. L'une des principales inquiétudes des scientifiques consiste désormais à anticiper l'emplacement des futures explosions, ce qui demeure extrêmement difficile à évaluer. Bien que le phénomène soit typique de l'Arctique, on ne peut exclure que des événements naturels similaires se produisent ailleurs, dans des zones moins reculées, ce qui constituerait un risque bien plus grave. Mais ne précipitons pas les conclusions, et concentrons-nous d'abord sur le Grand Nord. Le permafrost arctique recèle d'innombrables mystères, dont l'un paraît tout droit sorti d'un film de science-fiction. Imaginez un gigantesque portail s'ouvrant lentement dans la Terre, dévoilant des couches géologiques anciennes qui n'ont pas vu la lumière depuis plus de 650 000 ans. Cela semble irréel, et pourtant c'est bien réel. Les scientifiques l'ont baptisé la porte de l'enfer, un immense cratère en expansion constante, connu sous le nom de cratère de Batagaika. Les premiers clichés satellites ont révélé ce gouffre inquiétant en 1991, mais son histoire remonte bien plus loin. Dans les années 70, une vaste pente glacée s'effondra, laissant apparaître une falaise incurvée, surplombant une profonde dépression. Cette formation singulière attira aussitôt l'attention du monde scientifique. Et le plus fascinant restait à venir. Après de longues analyses, les chercheurs ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple cratère, mais de la plus grande formation de mégaglissement connue sur Terre. Son bord supérieur atteint 55 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 18 étages. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce site agit comme une véritable machine à remonter le temps. À mesure que la glace fond, elle révèle un sol ancien contenant des fossiles, des sédiments préhistoriques et même de l'ADN d'animaux disparus depuis des dizaines de millénaires. Ainsi, nous avons un aperçu direct de la vie animale et végétale qui peuplait autrefois la planète, exhumée du cœur gelé de l'Arctique. En 2018, les scientifiques y ont fait une découverte stupéfiante. Un poulain préhistorique âgé de 42 000 ans, parfaitement conservé, comme s'il venait tout juste d'échapper à une capsule temporelle. Cette trouvaille laisse imaginer l'immense richesse de ce qui reste encore enfoui sous la glace. Toutefois, de telles découvertes sont d'une rareté exceptionnelle, et les chercheurs doutent d'en retrouver un autre aussi bien préservé. Cela ne signifie pas pour autant que les fouilles soient terminées. De nombreux vestiges attendent encore d'être mis au jour. Autant de fragments du passé susceptibles d'éclairer les origines les plus anciennes de notre planète. Lorsque vous pensez à l'Arctique, quelle image vous vient d'abord à l'esprit? La glace, sans doute. Pourtant, fait étonnant, cette région n'a pas toujours été figée sous le froid. Imaginez cela. Il y a moins d'1 million d'années, le Groenland, aujourd'hui la plus vaste île glacée du monde, était couvert de verdure, de fleurs et de petits insectes. Cela semble incroyable, mais les chercheurs en ont trouvé la preuve. Et le plus surprenant, c'est que cette découverte provient d'un échantillon de glace prélevé en 1993, puis oublié 30 ans dans un laboratoire. Lorsque les spécialistes ont finalement rouvert cet échantillon, ils n'en attendaient guère de révélations majeures. Pourtant, au lieu de se limiter à l'analyse des isotopes, ils mirent au jour une découverte stupéfiante. Des fossiles de plantes et d'insectes anciens prisonniers des profondeurs glacées. Parmi eux figurèrent de la mousse, des fragments de saule et, chose extraordinaire, un pavot arctique intact. Or, cette fleur ne pousse que sur la terre, jamais sur la glace. Cela signifie qu'à une époque reculée, le centre même de la calotte du Groenland avait entièrement fondu, laissant place à un véritable écosystème florissant, et non seulement en périphérie, mais sur toute l'étendue de l'île. Et c'est là que la situation devient véritablement inquiétante. Connaissez-vous l'adage « Regarder le passé, c'est entrevoir le futur » ? Si le Groenland a déjà perdu sa glace par le passé,
Cela signifie que ce phénomène pourrait se reproduire à l'avenir. Et si tel était le cas, les conséquences seraient dramatiques. La montée des eaux pourrait submerger des villes entières et des bactéries ou des virus anciens, conservés gelés depuis des millénaires, pourraient être libérés. Il faut donc espérer que cette nouvelle fonte se produise très lentement. Et alors que l'on croyait la glace du Groenland déjà pleine de mystères, une découverte surprenante a été faite. Un virus géant, enfoui profondément en elle. Tout a commencé en 2019, alors que les chercheurs prélevaient des échantillons de glace sombres et de neige rougeâtre, dans le but de comprendre pourquoi certaines zones n'affichaient pas la blancheur attendue. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'était un virus géant tapi dans la glace. Et il ne s'agit pas d'un virus ordinaire. Il mesure jusqu'à 200 fois la taille d'un virus classique et agit de manière singulière. Au lieu d'infecter les animaux ou les humains, il s'attaque aux algues. Cela pourrait sembler néfaste, mais paradoxalement, ce comportement pourrait aider la nature. En infectant ces micro-organismes, le virus assombrit la glace, réduisant sa capacité à réfléchir la lumière solaire, ce qui ralentirait la fonte, tel un écran naturel protégeant l'Arctique. C'était la première fois que de tels virus géants étaient déjà mis au jour dans la glace et la neige du Groenland. Les scientifiques cherchent désormais à déterminer leur nature. À quelle famille appartiennent-ils? Quel rôle jouent-ils réellement auprès des algues? Bien que certains indices émergent, les chercheurs espèrent percer ces mystères bientôt afin de comprendre leur influence sur l'Arctique. Une certitude demeure. Chaque découverte de ce genre éclaire un peu plus notre planète. Et peut-être qu'un jour, une nouvelle révélation transformera notre vision du monde glacé et de notre propre avenir. Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis au séisme sous-marin, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie. Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal, il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique, l'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après cette éruption majeure, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse,
la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burritos combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques, nées de tels phénomènes, ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements? Ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix, mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste, surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion, mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé. Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit. En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise.
C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle.